Vous l'avez entendu, les Républicains reviennent donc sur l'un de leurs sujets de prédilection, la présomption de légitime défense des policiers et des gendarmes. Ils profitent de leur niche parlementaire pour remettre le débat sur la table. Les députés en débattent aujourd'hui dans l'hémicycle. Direction justement l'Assemblée nationale, rejoindre de nouveau notre journaliste politique Majid Kiyat. Majid, c'est une proposition de loi en tout cas qui pourrait faire, c'est vrai, l'union des droites. En tout cas dans l'hémicycle, parce que le Rassemblement national l'a dit, les députés vont voter en faveur de ce texte qui est porté par la droite républicaine, le groupe des Républicains ici à l'Assemblée nationale, parce que Marine Le Pen, lors des dernières élections présidentielles, mais même avant, en 2017, elle portait déjà la volonté de faire voter une loi sur cette proposition de loi en ce qui concerne la reconnaissance d'une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. À gauche, on est catégoriquement contre cette proposition de loi. Vous dire que dans le bloc central, Horizon, c'est le parti d'Édouard Philippe, est plutôt favorable, mais du côté d'Ensemble pour la République, c'est le groupe de Gabriel Attal, eh bien, en commission, on était plutôt contre ce texte. Et Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, qui est patron de ce groupe, me disait tout à l'heure qu'ils allaient suivre avec attention la relecture du côté du gouvernement, la réécriture du gouvernement de ce texte, parce que le gouvernement y est plutôt favorable. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, l'a dit. Il souhaite que cette proposition de loi passe. Il y est favorable à titre personnel, c'est bien ce qu'il a dit. Et donc, il pourrait y avoir une forme d'union des droites dans l'hémicycle avec ce vote. Mais attention, ça va prendre du temps parce qu'on est toujours au premier texte et que ce texte arrivera en troisième position dans l'hémicycle. Merci beaucoup Majid Kiyat, donc depuis le Palais Bourbon à Paris. On en parle avec nos invités. Bonjour à vous, merci de nous avoir rejoints sur France Info. Axel Ronde, vous êtes le porte-parole de CFTC Police. Bonjour. À vos côtés, Olivier Kahn, professeur de droit pénal. Bonjour à vous. Vous êtes professeur à l'Université de Cergy et spécialiste de la politique du maintien de l'ordre. Bonjour à vous, Fabien Jobard. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et Valentine Arama, notre spécialiste police-justice de France Info. Bonjour Valentine. Elle va nous éclairer évidemment. D'abord, Axel Ronde, une première réaction, puisque c'est vous qui êtes pleinement concerné. C'est une mesure, de toute manière, que les syndicats de police, c'est vrai, réclament de longue date. Oui, bien évidemment, on veut qu'il y ait un texte qui soit beaucoup plus protecteur pour les fonctionnaires de police, parce que nous évoluons dans une situation extrêmement dégradée dans notre pays, où la sécurité devient très difficile à ramener. Vous savez, vous avez des individus qui n'hésitent plus à utiliser des armes de guerre. On voit que la délinquance est de plus en plus chevronnée et de plus en plus armée, et nous ne sommes plus en incapacité réelle de pouvoir défendre les Français. On ne peut plus travailler sur des process et des lois d'un autre temps, parce que la délinquance a changé de visage, et donc nous sommes dépositaires de l'autorité publique, nous avons le droit d'utiliser des armes, c'est l'État qui nous confie des armes à feu, ce n'est pas parce qu'on le veut, donc il faut que l'État puisse nous protéger au mieux quand on les utilise. Alors, ces armes. La question, c'est justement de savoir quand est-ce que vous pouvez les utiliser, dans quelle mesure. Eh bien, ce texte, Valentine, va faire changer les choses d'ailleurs. Oui, en fait, aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'usage de l'arme pour les policiers, il est encadré par deux articles juridiquement par deux articles différents de deux codes différents, à la fois par le code pénal et par le code de la sécurité intérieure. Il y a un nouvel article qui, en 2017, a, je vais pas dire introduit plus de souplesse, mais en tout cas à recadrer les choses sur l'usage de l'arme. Et il y a 5 conditions dans lesquelles 5 situations dans lesquelles le policier peut faire l'usage de son arme en légitime défense. La protection par exemple d'un lieu ou d'une personne, l'arrestation d'un fugitif, l'immobilisation d'un véhicule et ce qu'on appelle le périple meurtrier, c'est l'attentat en fait en réalité. Et d'ailleurs l'introduction de cet article dans le code de la sécurité intérieure, il arrive en 2017, après les attentats de 2015, qui ont frappé la France, justement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des manques et qu'il était donc bon de repréciser un peu les choses. Et c'est vrai que pour revenir à votre question, ça peut changer réellement le quotidien des policiers, dans la mesure où en fait il va y avoir si ce texte entre en vigueur, il y aura une inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aux policiers de dire: voilà, j'étais dans ces 5 situations que je viens parmi lesquelles, celles que je vous ai citées, je le prouve au terme d'une enquête, j'étais bien dans ces situations. Aujourd'hui, si ce texte est voté, eh bien, ce serait l'inverse. Ce serait à la justice de démontrer
que le policier ne l'était pas. Donc voilà, ce serait... Les choses seraient surtout le but qu'on ne soit plus placé en garde à vue, mais qu'on soit plutôt des témoins. Voilà, tout à fait. En tout cas, effectivement, ça va restreindre les poursuites des policiers et des gendarmes lorsque vous êtes mis en cause dans des tirs mortels. Olivier Kahn, j'imagine que vous n'avez pas tout à fait la même lecture de cette nouvelle proposition de loi. Alors, s'agissant de la proposition de loi, la lecture que j'en ai moi d'abord, c'est qu'elle est manifestement préparé à la va-vite. C'est-à-dire que dans l'exposé des motifs, vous avez des erreurs de texte. Et de vocabulaire. Entre nous. Dans l'état d'avancement du travail, vous avez un raisonnement complètement fou qui planterait n'importe quel étudiant, qui veut que la validité constitutionnelle du texte de 2017 soit fondée sur des décisions de la Cour de cassation de 2013 et 2014. Enfin, donc voilà, c'est un travail qui manifestement a été fait dans l'urgence, à proximité d'élections, où c'est pas la première fois qu'un député de droite reprend des éléments marqués à l'extrême droite ou veut faire plaisir aux syndicats de police. Le texte n'est quand même pas anodin, parce qu'en l'état, il provoquerait effectivement un assouplissement des exigences légales, puisqu'il prévoit que la présomption de légitime défense ne pourrait être renversée que s'il était établi que la disproportion dans l'usage de l'arme était manifeste. Alors qu'aujourd'hui, ça n'est qu'une stricte proportion dans l'usage de l'arme. Donc, en l'état, dans son écriture telle qu'elle va être discutée aujourd'hui, le texte assouplirait considérablement l'usage des armes et en tous les cas obligerait à modifier la jurisprudence. Il n'aurait juste qu'un inconvénient, c'est qu'il serait contraire au droit européen et particulièrement au droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce qui le rendrait pratiquement inapplicable puisque les juges continueraient à appliquer la norme supérieure. Il y a ce débat sur les termes, Fabien Jobard, parce que le bloc central se dit, pour certains, favorable à ce qu'il y ait un assouplissement effectivement de ce cadre-là, mais pas forcément en ces termes. Il parle d'une présomption d'usage légitime d'une arme. Ça ne rendrait pas forcément les choses plus claires, si ? Alors, un des problèmes, en fait, des textes qui encadrent l'usage de l'arme par les policiers, c'est qu'ils sont souvent faits, comme vient de le dire Olivier Kahn, à la va-vite, et qu'ils introduisent en réalité, qu'ils complexifient la situation des policiers qui se trouvent en insécurité juridique. Et expliquer aux policiers qui doit faire usage de son arme dans ce que les Américains appellent split second decision, c'est-à-dire en une fraction de seconde. Le supposer qu'il va faire la différence entre une présomption de légitimité de légitime défense et une présomption d'usage légitime de l'arme, je vous garantis à 100%, vu ce qu'est la formation des policiers aujourd'hui, tant initiale que continue, qu'il n'y a aucune chance que ce texte ne débouche sur autre chose que un sentiment général que, en fait, maintenant, on peut utiliser l'arme et les juges vont pas venir nous embêter. C'est faux, c'est trompeur, c'est mensonger. Et ça nous ramène à une autre loi qui avait été adoptée il y a 9 ans maintenant, la loi de février 2017 de Bernard Cazeneuve. En effet. C'est une loi qui a introduit énormément de confusion et le résultat de ça, je vais vous le dire en termes tout à fait ordinaires, c'est que ça a tiré à tout va. L'année 2016, on avait 150 tirs. L'année 2017, on a eu 260 tirs. Parce que vous avez malheureusement en face des personnes qui utilisent maintenant de plus en plus des armes à feu. Ça n'est pas vrai. Les chiffres ne disent pas ça. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne se souviennent pas forcément de ce qui s'était passé... Dans la décennie 80, vous avez 95 policiers qui sont tués. En 10 ans, 95. Dans la décennie 2010, il y en a 30. Est-ce qu'on peut dire juste ce qui a changé ? Parce que vous l'avez dit, mais pour être très clair, pour que les téléspectateurs comprennent bien les enjeux. C'est vrai qu'en 2017, c'était extrêmement rare pour les policiers de tirer parce qu'ils n'étaient autorisés à tirer qu'en cas de légitime défense. Avec la loi de Bernard Cazeneuve, ça autorise les tirs lors des refus d'obtempérer notamment, même en l'absence de menaces immédiates. Conclusion, des tirs mortels ont été multipliés par 6, ça a été prouvé par des recherches pour le coup très sérieuses. Les refus d'obtempérer ont augmenté aussi à une limite. Les refus d'obtempérer n'ont jamais augmenté par 6. Et de plus en plus violents. Sont de plus en plus violents. Ça veut dire que vous avez des individus qui percutent des fonctionnaires de police, qui font tout le possible et inimaginable pour attenter à la vie des policiers, pour fuir. C'est ça le problème. Peut-être sur les chiffres, et à ce moment-là, si on doit parler de chiffres, en donner un, dans le rapport de l'IGPN
républicaine en 2024, donc c'est la police des polices, fait état de 14 usages d'armes dans des cas mortels. C'est-à-dire où il y a eu sur ces 14 cas, 12 ont été considérés par le magistrat comme légaux. C'est-à-dire que il y a eu l'enquête dont je vous parlais, ça a été considéré. Les 2 autres sont encore en cours d'instruction, enfin en cours d'enquête, pardon. Voilà. Donc il y a des vérifications. Mais légaux par rapport à la loi qui a changé, du coup, ça augmente quand même les tirs mortels. Légaux par rapport à la loi qui a changé, mais c'est quand même la preuve que dans la majorité des cas, l'usage de l'arme est considéré légitime par le magistrat. En effet, considérant la loi de 2017. Il y a une illustration, en tout cas, de ça qui a été très marquante et dont on se souvient tous. C'était en juin 2023, la mort du jeune Naël Merzouk. C'était à Nanterre après un refus d'obtempérer qui avait entraîné un embrasement des banlieues. Je vous propose de revoir ce sujet de Frédéric Fernandez et Yael Jouveau à ce propos. Le 27 juin 2023, Naël est touché au thorax par le tir mortel à bout portant d'un policier. L'adolescent avait été pris en chasse par les forces de l'ordre suite à un refus d'obtempérer. Les jours suivants, les émeutes éclatent à travers toute la France. Le décès du jeune homme devient le symbole des violences policières. Le parquet estime que les conditions fixées par la loi n'étaient pas réunies pour que le policier ouvre le feu. L'affaire est renvoyée devant la cour d'assises. Le fonctionnaire et son avocat contestent ce renvoi et font appel. L'avocat de la défense réclame toujours un non-lieu. Nous avons pu exposer les éléments juridiques qui font que, à notre sens, le tireur n'a rien à faire devant une cour d'assises. Parce qu'il a exercé un tir qui était légitime, c'est-à-dire qui est prévu par la loi. C'est un policier qui a toujours œuvré pour la sécurité des autres, qui a été obligé ce jour-là d'ouvrir le feu et qui, depuis, en subit les conséquences qui sont des conséquences extrêmement lourdes. La cour d'appel de Versailles indique que la décision a été mise en délibéré et sera rendue le 5 mars 2026. Voilà, donc la question que ça pose finalement, cette proposition de loi, c'est est-ce que ça peut être envisagé, vous allez nous répondre d'ailleurs Axel Ronde, comme un laissez-passer finalement pour les forces de l'ordre de se dire eh bien, c'est possible maintenant d'intervenir plus rapidement. Non, mais vous savez, un policier qui se lève le matin, il ne va pas se dire tiens, je vais tuer quelqu'un, je vais utiliser mon arme, tiens, je vais faire ce que je veux. Vite non, absolument pas. On va toujours rester professionnel parce que vous êtes une police de plus en plus professionnelle, on professionnalise de plus en plus les policiers, on leur donne de plus en plus de moyens et on est sur, si vous voulez, malheureusement, on est un peu une police de guerre. Hein. On traite les urgences en permanence et on est malheureusement aussi obligé de trier un petit peu les urgences. Est-ce que pendant les urgences, vous avez en tête malgré tout le cadre ? Bien sûr, on a toujours le cadre en tête. Donc s'il est assoupli, on n'a pas spécialement envie de doter la vie à quelqu'un. Oui. Moi, personnellement, je connais des collègues qui l'ont fait. Je peux vous dire, ils sont sous traitement. Ils sont sous antidépresseurs. Pourtant, ils avaient utilisé leurs armes dans le cadre légal, mais ils sont détruits. Hein. Faut pas penser qu'un policier il est content d'avoir tué quelqu'un. Non, il faut que ces lois puissent changer aussi l'approche qu'ont certaines personnes sur la police nationale en pensant que des policiers sont sanguinaires et ne veulent faire uniquement du mal aux autres. Non, le but c'est d'avoir une mission qui se passe bien, c'est qu'on rende tout le monde entier et qu'on ait pu remettre la personne à l'autorité judiciaire, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut des textes clairs. C'est pour ça qu'il faut des textes clairs. Et ça, je suis d'accord. Contrairement à ce que vous avez dit, ça n'est pas la loi de 2017 qui permet à des policiers de tirer, par exemple, en cas de périple meurtrier, c'est-à-dire quelqu'un dont on a toutes les raisons de penser qu'il va utiliser son véhicule pour commettre un massacre. Ça, c'était une loi de juin 2016. Et cette loi de juin 2016, on ne sait pas pourquoi, mais elle a été abrogée pour laisser place à la loi de février 2017 qui dit quand quelqu'un refuse d'obtempérer, vous pouvez, mais il faut que ce soit strictement proportionnel et absolument nécessaire, vous pouvez utiliser votre arme. Et ce sont ces tirs, en fait, sur les véhicules en fuite qui sont au cœur du débat. C'est pas tellement le terrorisme. Sur le terrorisme, je veux dire, personne ne remet en cause l'action des policiers qui vont tirer, parfois effectivement pour empêcher un acte d'être commis. C'est un cas de figure dans lequel il y avait un vide législatif. Mais tirer sur des gens qui reprennent le départ, la conduite de leur véhicule après qu'un ordre de s'arrêter leur a été donné, lorsqu'on sait qu'on peut retrouver le conducteur 2 minutes après avec tous les moyens qu'on a, les vidéosurveillances, etc. On n'en peut plus. Eh bien, si vous dites que la loi permet de tirer sur des conducteurs de véhicules en fuite, ça va poser un problème. Non, mais il y a évidemment un cadre. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Il n'y a pas un tir des fonctionnaires de police toutes les 20 minutes en France. Donc, il faut arrêter de dire aussi n'importe quoi. On est sur une situation où les policiers vont pouvoir et peuvent utiliser leur arme. Mais effectivement, nous, je vous rejoins, on a besoin d'un cadre
clair. Et on voit bien sur l'affaire Nahel, pour nous, elle n'est pas claire, cette affaire, parce que pour nous, le policier est rentré justement dans cette loi sur la sécurité intérieure par rapport au refus d'obtempérer. Et on voit que ce n'est pas clair. Olivier Kahn. Ouais, je vais essayer de mettre tout le monde d'accord. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, il y a eu un problème avec la loi de 2017 qui n'est pas tellement un problème de la loi, qui est un problème de la circulaire, pourrait-on dire, de la Direction générale de la police nationale, qui laissait entendre qu'on aurait assoupli les conditions de tir, de sorte qu'on a quelque chose de très clair. Les tirs ont augmenté dans la police, pas dans la gendarmerie. Et quand on est arrivé à ce moment critique où il y a eu effectivement 13 morts dans le cadre de refus d'obtempérer, où l'opinion a commencé à s'en émouvoir, la DGPN a changé la règle, les tirs ont diminué. Ça montre aussi qu'effectivement, quand l'autorité, quand la hiérarchie reprend la main sur le fonctionnement de la police, il y a quelque chose qui se passe bien. Directives, quand c'est clair. La deuxième chose, très brièvement, c'est ce que disait monsieur tout à l'heure sur le gros problème, moi ce que j'entends très régulièrement, le gros problème des policiers, c'est pas tellement cette histoire de présomption de légitime défense ou autre, puisque de toute façon la loi ne changera pas. La loi française ne peut pas changer la loi européenne et donc ce sera toujours la même loi qui s'appliquera. En revanche, il y a effectivement cette question du placement en garde à vue après un tir létal. Et là, plus que la proposition de loi qui, je le répète, est rédigée avec les pieds, et puis en plus va passer sur une niche, donc probablement n'aura pas le temps d'être votée, on a un amendement du 19 janvier du gouvernement qui lui propose, et on sait que Laurent Nunez a dit qu'il était favorable à ce texte, qui lui propose non pas une présomption de légitime défense, mais comme vous le disiez madame, une présomption de conformité à la loi, c'est-à-dire de se conformer. Et là, en fait, à mon avis, l'ambition du ministère de l'Intérieur, c'est de jouer sur l'article 62-2 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire que vous ne pouvez mettre en garde à vue que quelqu'un contre lequel vous avez des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis un crime ou un délit. Or, si vous mettez une présomption de conformité à la loi, eh bien, au moment de l'acte, de l'interpellation, il n'y a pas de raison plausible de soupçonner, puisque l'acte est censé être légal, donc il ne sera pas mis en garde à vue. C'est une question très terre à terre, mais concrètement, avec ce que vous venez de dire, ça veut dire que les forces de l'ordre, ils ont un régime dérogatoire ou est-ce qu'ils sont jugés comme n'importe qui ? C'est la question qui se pose, in fine. En l'occurrence, ils sont jugés comme n'importe qui, ça qui va pas. S'agissant de la loi. Et ça... Là-dessus, nous ne serons pas d'accord, parce que moi, je trouve que ça va bien. Mais en revanche, il bénéficie, et ça, c'est tous les travaux qu'on a pu réaliser, il bénéficie d'une application extrêmement bienveillante et très respectueuse des principes de la loi. C'est-à-dire que les juridictions respectent, les juges d'abord d'instruction et ensuite les juridictions respectent vraiment tous les principes protecteur des droits fondamentaux des personnes mises en cause, et on le voit, pour donner un exemple, les peines qui sont prononcées contre les policiers qui ont donné la mort illégalement, quand la justice sont sans commune mesure avec celles qui sont prononcées contre des gens qui auraient donné la mort en n'étant pas membre des forces de l'ordre. Fabien Jobard. Oui, il y a cette affaire de placement en garde à vue fait suite en fait à l'une des conséquences des émeutes que vous avez donné à voir tout à l'heure, c'est-à-dire le placement en fait en détention provisoire, notamment de l'auteur du tir policier, le tir qui a tué Nahel Merzouk. Et le ministre, Monsieur Nunez, préfet de police à l'époque, avait dit que la place d'un policier n'est ni en prison, au titre de détention provisoire, ni en garde à vue. Alors, un petit point technique, et je m'adresse aux syndicalistes, si les policiers ne sont pas placés en garde à vue mais sont entendus librement, ils n'ont pas l'assistance de leur avocat. Ça peut faire une différence quant à la suite de l'enquête. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Il y aura toujours une enquête. Quand vous avez une mort suspecte, et évidemment une mort par balle ou une mort par étouffement ou que sais-je, et toujours d'abord une mort suspecte et ensuite la justice enquête, eh bien les policiers seront entendus, les policiers seront objet d'enquête. Ce qui se passe lorsque vous ne mettez pas en garde à vue, c'est que vous favorisez les conditions dans lesquelles les policiers, par exemple, vont pouvoir s'entendre sur une version avant d'être entendus. Et c'est dans ces quelques heures, quelques jours qui suivent un acte éventuellement répréhensible, éventuellement légal, c'est ces heures-là, ces jours-là qui sont décisifs. Et évidemment, priver l'autorité judiciaire de la possibilité a priori de placer en garde à vue, c'est priver quand même les Françaises et les Françaises d'un recours à un procès équitable. Et ça, c'est un principe fondamental de notre droit. On continue d'en parler si vous le voulez, bien sûr. France Info, il est 12h30. D'abord, c'est l'essentiel de l'actualité avec vous, Valentine.